Maintenant, on va voir plusieurs exemples couramment utilisés de réseaux à convolution. Donc, premier exemple, c'est le Net5. Le Net5, c'est un réseau, on peut dire, à convolution classique, proposé dans les années 90. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, le réseau historique qui reste, qui est encore utilisé comme point de comparaison, qui avait été proposé par l'équipe de Yann Lequin. Donc, Yann Lequin a proposé le réseau LeNet. Euh, c'est formé de trois couches à convolution, deux couches d'average pooling et deux couches pleinement connectées. On va dire trois à convolution, deux pleinement connectées, ça fait cinq couches, d'où le Net 5. Euh, c'est un réseau quand même très petit, formé de juste 60 000 paramètres. Donc, dans les années 90, 60 000 paramètres, un réseau de neurones comme ça, c'était quand même assez gros, assez costaud à entraîner. Maintenant, c'est très, très simple et rapide. On a des réseaux avec des centaines de millions de paramètres, des réseaux en convolution, centaines de millions de paramètres très facilement maintenant, si on veut. Mais ça ressemble à ça. Donc, c'est un modèle où on traite des images, souvent en noir et blanc, petites images. On a un exemple ici d'image de 32 par 32 qui vont passer au travers des trois couches en convolution et des deux couches de average pooling qui sont également présentes pour en arriver finalement vers deux couches pleinement connectées à la fin. Pour prendre la décision, par exemple, selon 10 classes. Puis souvent, le Net5 a été illustré, présenté en conjonction des jeux de données MNIST. Donc, MNIST a été euh, évalué sur le Net5. Ça, c'était vraiment quelque chose qui allait de pair, qui a été proposé par la même équipe. Ensuite, il y a eu AlexNet. Donc, AlexNet, c'est un réseau pour la reconnaissance d'objets qui est le réseau qui a gagné le concours ImageNet en 2012. Donc, quand je vous parlais de la grande avancée là, dans le concours de reconnaissance d'objets, où euh, les réseaux de neurones profonds ont battu significativement les approches de vision classique en 2012. C'était le réseau AlexNet, du nom d'un des étudiants, Jeff Hinton, qui avait fait le réseau à Toronto pour la compétition. Et il a designé le réseau pour qu'il soit efficace et utilisable sur GPU. Donc, c'est un réseau qui est fait pour être entraîné sur carte graphique. Et c'est souvent utilisé comme modèle de base pour le transfert de représentation. Peut-être de moins en moins, parce que ce n'est pas le plus performant après tout ce temps-là, après 11 ans et plus. Donc, c'est un réseau qui reste quand même un réseau de référence classique euh, qui comporte 8 couches de convolution, quelques couches de max pooling, trois couches pleinement connectées. Donc, c'est plus gros que le Net 5. Ça reste très inspiré de la Net 5. C'est très en lien, là. Les différents éléments sont cohérents. On fait du max pooling au lieu d'average pooling. On a plus de couches de convolution, plus de couches pleinement connectées, mais la base est assez proche. Il y a des gros filtres. On s'entend que les filtres ici qui sont appliqués sont quand même assez gros. On parle de filtres de 5 par 5, parfois 3 par 3 sinon. Euh, donc, ça présente un peu le genre de modèle. Ensuite, il y a eu VGG, VGG du nom d'un groupe de recherche en Angleterre, où là, on est parti d'AlexNet, puis on a fait une version qui est plus profonde et simplifiée également. Donc, c'est le réseau qui a gagné le ImageNet 2013, donc l'année qui a suivi. Euh, ça démontrait ce réseau-là que la profondeur est un élément critique pour de bonnes performances. Donc, plus qu'on va vers des réseaux profonds, mieux que ça fonctionne, mieux que ça performe en termes de généralisation, ce qui est une bonne chose. Donc, comme je vous dis, c'est similaire à AlexNet avec la simplification qu'on fait seulement des convolutions 3 par 3, pas de convolution 5 par 5, on fait du max pooling 2 par 2, trois couches pleinement connectées, 16 couches au total. Donc, ça donne un peu l'idée du modèle pour VGG 16. Là, il y a d'autres variantes qui existent. Donc, ça ressemble à ça. Donc, encore une fois, c'est très similaire, modèle LeNet, AlexNet, avec plusieurs couches de convolution, de pooling, jusqu'à vers la fin où là, on fait des couches de pleinement connectées pour prendre la décision avec un softmax, par exemple, pour avoir vraiment des probabilités pour chacune des classes d'intérêt. Donc, après ça, il y a eu des changements dans les approches. Vraiment, les réseaux ResNet, les réseaux résiduels, ont été proposés en 2016. Et ces réseaux-là permettent des connexions directes entre les couches non adjacentes, ce qu'on appelle des skip links. Donc, c'est l'idée de dire qu'on a quelques couches de traitement, mais on a aussi, comme là ici, on a aussi une couche qui connecte finalement, un lien qui connecte finalement l'entrée de ces couches-là directement à la sortie. Fait qu'on on a à la fois le traitement avec la fonction f de x sur l'x en entrée, selon par exemple ici deux couches. Qu'on combine, on fait plus x, donc on rajoute finalement l'entrée directement près de la sortie avant d'appliquer le relu. Donc, cette combinaison-là est vraiment intéressante parce que ça permet, entre autres, des réseaux beaucoup plus profonds. Avec des ResNet, on s'est mis à faire des réseaux
On a démontré qu'on peut faire des réseaux avec des centaines de couches. En pratique, on travaille avec des réseaux qui peuvent avoir facilement 20, 30 couches si on le veut, si on en a besoin. Et ça augmente aussi beaucoup la performance. Donc, sans doute, ça a été le gagnant de la compétition ImageNet 2015 avec un taux d'erreur de 3,57 sur le top 5, ce qui est quand même très bon, qui a fait en sorte que la compétition, on peut constater que le problème est essentiellement réglé à ce niveau de performance-là en termes de reconnaissance d'objets. Puis l'idée d'avoir cette connexion-là, ce skip links-là, c'est vraiment que ça aide à propager l'information dans les deux sens, autant vers de l'entrée vers la décision en propagation avant, ou là d'avoir le lien ici permet de passer, de transmettre l'information provenant plus près des entrées. Parce qu'il y a peut-être de l'information d'intérêt qui sont perdues dans le traitement. Le traitement peut extraire quelque chose de bien sur certains aspects, mais on peut perdre d'autres aspects. Alors, en envoyant le X ici, on le conserve. Ça permet de préserver cette information-là qui va être disponible pour les blocs résiduels subséquents. C'est aussi très intéressant pour la rétropropagation parce que là, on va vraiment faire des corrections. Ou si, par exemple, il y a une dilution du gradient importante dans une couche, puis on perd complètement notre gradient, mais le skip links va être utilisé quand même pour transmettre ce gradient-là autrement au bloc qui précède. Et donc, ça va aider à bien contrôler le problème de dilution du gradient qu'on trouve énormément avec des réseaux avec un grand nombre de couches. Et l'idée, c'est aussi que le bloc résiduel, ici, les deux couches de notre bloc résiduel, on s'attend à ce qu'elles fassent mieux que rien, mieux que de transmettre directement le X. Donc, parce que si à un moment donné, il y a une couche qui apprend mal, qui apprend des traitements qui ne sont pas utiles, au pire, c'est qu'on va apprendre à ignorer cette couche-là, puis on va avoir vraiment la valeur de X qui va passer par-dessus. Ce qui contourne un problème qu'on voit avec les réseaux convolutionnels plus classiques, où là, s'il y a une couche qui échoue, qui est problématique, ça va bloquer, l'information va être transformée, distorsionnée d'une façon qui ne sera pas utilisable par les autres couches qui suivent. Et la rétropropagation du gradient risque d'être difficile aussi dans d'autres cas, avec une dilution du gradient forte, donc on n'est plus capable d'entraîner des réseaux très profonds à cause de ça. Donc ça, c'est une illustration du ResNet. On voit à gauche VGG19, qui est un réseau à convolution plus classique de 19 couches. Puis on voit à droite le réseau ResNet à 34 couches, ResNet 34, où là, il y a vraiment des skip links qui sont très bien illustrés ici, qui présentent qu'on finalement, on va à coup de deux blocs, deux couches pour former un bloc résiduel. Et ça fonctionne mieux que ce qu'on a au centre, qui est un peu l'équivalent d'un réseau ResNet 34 sans les skip links, donc à la fois également proche le réseau VGG, qui, lui, ne va pas bien fonctionner. Il y a beaucoup trop de couches, donc des risques que certaines couches performent moins bien, puis que les traitements soient difficiles ou l'entraînement ne se fasse pas. Un autre réseau quand même assez courant en vision numérique, c'est le DenseNet. Puis ça vient d'observations en fait sur les ResNet, disant qu'on est capable d'avoir des réseaux plus profonds avec des connexions proches de l'entrée. Donc, ce qu'on voyait par rapport au ResNet, de dire d'aller chercher la connexion la valeur en entrée de notre bloc résiduel, ben, on va l'étendre ici à dire on peut carrément être connecté sur l'entrée du réseau de neurones et utiliser ça comme étant une valeur qui va être traitée par la couche courante, en plus des autres couches plus proches, des autres valeurs plus proches des couches moins éloignées. Donc, dans un DenseNet, si on y va de façon directe, sans autre précaution, puis qu'on connecte chaque couche à toutes les autres couches qui précèdent, on aurait un réseau à L couches, mais qui aurait L fois L plus 1 divisé par 2 connexions directes entre les couches. Donc, de l'ordre de L carré. C'est sûr, si L devient grand, ça fait énormément de connexions, ça fait énormément de paramètres, ça peut être plus difficile à gérer. Ce n'est pas nécessairement le meilleur usage des paramètres qu'on fait. Donc, ici, on a un exemple d'un réseau DenseNet où là, l'entrée est à gauche, en rouge ici, puis on va à droite vers le bas. Donc, ce qu'on voit, c'est que les valeurs d'entrée ici sont connectées à toutes les autres couches. Donc, toutes les autres couches ont finalement le résultat de l'entrée qui est connecté en sortie. Et c'est quand même fait ensuite, par la suite, la deuxième couche, on voit qu'elle est connectée sur la sortie de toutes les autres couches qui suivent. Donc, on a cette espèce d'organisation-là qui fait qu'en sortie ici, on a accès à la sortie de la couche courante, mais également les valeurs de sortie de toutes les autres couches qui précèdent. Ce qui peut être intéressant par rapport à certains traitements. Et donc, en pratique, ben, avec des réseaux moindrement profonds, ça crée énormément de connexions. C'est peut-être un peu trop. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des couches denses, des blocs denses, ça veut dire. Donc,
On a ici un exemple de 3 blocs denses, où là, à l'intérieur du bloc, on a cette connectivité-là. Tout ce qui est à l'entrée est connecté à tout ce qui suit. Et donc, au milieu, ben, on est connecté à tout ce qui suit ensuite. Donc, on le connecte à la sortie ou à l'entrée selon euh, de la valeur des couches précédentes dans notre bloc. Mais à la fin du bloc, on coupe, puis là, on a vraiment une couche de convolution, une couche de pooling avant de retomber dans un bloc dense, un deuxième, un troisième. Et donc, ça aide à avoir des performances intéressantes en traitement d'image. Et donc, chaque couche dans un bloc dense peut être relativement étroite, c'est-à-dire qu'elle peut comprendre relativement peu de neurones. C'est une bonne chose en soi. Un autre réseau un peu plus récent, qui est EfficientNet, lui vise plutôt à jouer avec la taille, trouver la taille optimale du réseau à convolution. Puis l'idée, c'est qu'on aimerait pouvoir ajuster, du moins avoir ce qu'il faut, des règles, des architectures qui sont particulièrement efficaces pour gérer une utilisation sur un matériel limité. Donc, on sait par exemple que si la résolution d'une image est plus élevée, les performances vont être meilleures. Donc, avec des meilleures résolutions d'image, on performe mieux, mais les ressources requises pour gérer ces images-là, en termes de profondeur et largeur, sont plus importantes. Donc, il faut avoir des réseaux plus profonds, des réseaux qui ont plus d'éléments sur chacune des couches. Et donc, ça fait quelque chose qui peut être assez lourd à traiter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir on a une espèce d'architecture générale paramétrée par un seul paramètre ici, le phi. Donc, ce phi-là va permettre un ajustement proportionnel de la profondeur, largeur et résolution selon la valeur du facteur. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est que la profondeur va varier selon cette équation-là. Donc, le nombre de couches du réseau puissance phi, euh, le nombre de canaux pour ce qui est de la largeur selon bêta phi, et la résolution, on va l'ajuster également selon un certain gamma phi. Puis les valeurs de alpha, bêta et gamma sont déterminées expérimentalement selon une recherche en grille pour un réseau qui a des ressources limitées. Puis ce qu'on sait, c'est que le, le nombre de poids nécessaires va être proportionnel. Ben, on va dire on va fixer finalement alpha fois bêta carré fois gamma carré comme étant à peu près égal à 2, ce qui va nous permettre de fixer un certain budget en termes de nombre de paramètres. Puis c'est de cette façon-là qu'on trouve les bons alpha, bêta, gamma. On dit, bien, à performance égale, non, à taille égale en termes de nombre de paramètres, quelle est la topologie du réseau qui performe le mieux? Puis si on va l'encoder, finalement, la topologie du réseau selon le alpha, bêta et gamma. Et l'architecture de base, dans le fond, est basée sur MobileNet V2. MobileNet V2, c'est une architecture bien connue maintenant pour fonctionner sur du matériel limité, des téléphones intelligents, par exemple, ou même encore plus limité que ça. Mais on a comme un goulot d'étranglement inversé dans les connexions résiduelles par rapport à EfficientNet qui permet que ça fonctionne bien. Donc là, un peu, on voit différentes choses. Donc, on a vraiment la notion qu'on peut ajouter la largeur, donc le nombre d'éléments, de paramètres sur chacun des couches, le nombre de filtres à convolution, par exemple. On peut ajuster la profondeur. On peut jouer avec la résolution en entrée également. Donc, c'est comme les 3 degrés de liberté qu'on a. Puis avec ce qu'on appelle du compound scaling, là où on a vraiment cette notion-là d'avoir un facteur qui ajuste les 3 autres facteurs, va nous permettre de jouer avec ça et d'essayer de trouver finalement les bons compromis pour bien performer dans notre contexte. Puis ce qui a été démontré, c'est que à ressources égales, si on fixe le nombre de paramètres à une certaine valeur, EfficientNet est bien meilleur, offre de bien meilleures performances que plusieurs autres réseaux. Ici, on a la comparaison. Donc là, ça, c'est sur ImageNet top 1. Donc, ce n'est pas le top 5, c'est top 1. On voit des réseaux classiques, Inception, ResNet 50, DenseNet. Donc, on a différents réseaux avec différentes performances, mais on voit que plus que les réseaux est gros, plus qu'on s'entend à ce qu'il y ait des bonnes performances. On a ici vraiment les valeurs qui sont optimales par rapport à ce compromis-là, performance, taille des réseaux. Mais EfficientNet est vraiment supérieur. Des variantes B0 jusqu'à B7 sont vraiment supérieures à tout ce qui existe. On ne va pas vers des très gros réseaux, mais seulement avec un B7, donc il y a peut-être 65, 70 millions de paramètres. On est capable de très bonnes performances qui sont réduits dans le très petit. Comme le B0, on est plus en bas du 10 millions de paramètres, on est capable de bien performer. Donc, les 8 versions ont été proposées pour différents compromis ressources requis, performance. Donc, tout ça, c'était fait avec les alpha, bêta et gamma ajustés en conséquence pour un certain budget.
Donc, ça, c'est un modèle qui est particulièrement intéressant pour les dispositifs mobiles, les tablettes, les téléphones intelligents ou l'informatique. Qu'on dit en français l'informatique en périphérie, le terme, c'est la traduction de edge computing. Edge computing, c'est l'idée d'avoir des dispositifs de calcul qui sont présents carrément près des gens dans notre environnement, dans le poteau électrique de l'autre côté de la rue à la limite. Donc, si on a une capacité de calcul disponible, intégrée et de proximité. Donc, ceci dit, le edge computing, c'est une nouvelle idée. Les dispositifs de ce type-là bénéficieraient grandement d'utiliser le genre de réseau comme EfficientNet et donc, c'est vraiment été conçu pour ça. Et là, on va voir les UNET. Donc, les UNET, c'est un peu différent. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était des réseaux pour faire du classement. Et là, je vais vous parler d'un réseau qui vise à faire d'autres tâches en vision numérique au niveau du traitement de l'image. Donc, en vision, par exemple, on peut faire la détection du suivi. Donc, ça, c'est des éléments classiques. Et entre autres, la segmentation. La segmentation d'image, ça veut dire d'identifier les régions cohérentes dans l'image. C'est-à-dire, on a une image, c'est un tas de pixels. On veut regrouper les pixels localement pour former des morceaux cohérents qui nous permet donc de séparer entre autres les différentes régions. Et ensuite, on peut avoir une étiquette pour chacune des régions. On dit, mais ça ici, ça correspond à quoi? À un élément X, un élément Y. Donc, ça, c'est vraiment, on a segmenté une voiture dans une route de plusieurs autres voitures et de piétons. Bien, ce segment-là peut être identifié comme étant une voiture. Le réseau UNET a été d'abord proposé en imagerie médicale. C'est là que ça a été développé. C'est pour ça que c'était développé, mais rapidement, on a vu que c'était fonctionnel dans une grande variété de circonstances. Donc, ça a été étendu à plein d'autres choses. L'idée du UNET, c'est que c'est un réseau qui est pleinement convolutionnel. Donc, ça reçoit une image en entrée, ça va donner une image en sortie. Puis ça, c'est correct parce que c'est ce qu'on veut en segmentation en partie. Selon certains types de segmentation, on va être capable de sortir une image, mais là, les pixels vont être identifiés comme étant plutôt d'un certain type. On va avoir segmenté les choses avec des valeurs de pixels très précises, ou du moins associées à des morceaux. Donc, le UNET, le principe qui est intéressant, c'est que ça vise à faire la compression d'un réseau. Donc, l'information, elle est compressée au milieu du réseau, similairement à un auto-encodeur, et décompressée ensuite. Donc, on a vraiment une partie encodeur-décodeur, mais il y a une différence, c'est qu'il y a des skip links aussi. Donc, on a comme cette notion-là, puis on dit que c'est un réseau en U, vous allez voir la forme où on part de grosses couches qui traitent des grosses parties des images, puis ça va vraiment compresser ça vers quelque chose de fin dans le creux du U, qui est la fin de l'encodeur. Et là, le décodeur va prendre ça, puis il va reconstruire l'image, mais reconstruire selon une tâche de segmentation, par exemple. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on a notre réseau en forme de U. On voit ici que ça ressemble vraiment à un U. On a nos différentes couches. Donc, le flow en soi est d'abord vers d'une couche à l'autre en descendant comme ça. Ici, on est vraiment au point de compression maximale en bas. Ça, on va décompresser avec certaines convolutions qui vont nous permettre de retrouver une image peut-être pas exactement la même résolution d'origine, mais d'une résolution utilisable. Donc ça, c'est un élément. Essentiellement, ça fait auto-encodeur pleinement convolutionnel. Mais ce qui est ajouté à UNET, c'est les espèces de liens ici, des skip links, qui permettent de connecter des images de résolution similaire avec d'autres images de résolution similaire ou d'amener des éléments d'information. Puis ça fait une grosse différence parce qu'à la fois, avec la compression ici, on est bon pour possiblement synthétiser, puis d'extraire, puis d'identifier peut-être quel genre de structure qu'on a. Est-ce qu'on, ici, c'est un véhicule, c'est des arbres, etc. Donc, on va identifier grosso modo ce qu'il y en est. Et pour placer ça dans l'image, souvent, on a intérêt à avoir les images d'origine qui sont également réutilisées pour pouvoir remettre ça en perspective quand on fait le décodage, qui est en fait plus une étape de upsampling, d'échantillonnage en augmentant un peu la résolution à chaque étape. C'est ce qu'on voit là. On passe de trucs avec faible résolution de 52 par 52. On va monter à 104 par 104, là, 198, 198, puis 390, quelque chose comme ça ici.